Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Nous allons vous proposer dans un instant une conférence de presse qui doit avoir lieu ici à Bruxelles parce que RD Congo Info s'est déplacé à Bruxelles. Donc la conférence de presse qui sera tenue par Félix Tshisekedi qui fera le point sur la situation qui prévaut politiquement à Kinshasa, République démocratique du Congo. Tozali awa na Bruxelles, place toko proposé bino na ba minute ezolanda conférence de presse ya Félix Etienne Tshisekedi oyo akoexplike bana mboka oyo bazali awa na makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso parce que ye azalaki kuna sur place. Donc restez connectés sur RD Congo Info et suivez les images. RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. RD Congo Info, FM. C'est Zanga, dit je suis ton petit. Et bienvenue sur www.rdcongoinfo.net. Avec mon vieux César Ngadi, on est dans le bon car tout le monde est d'accord. Chérie, c'était la glace vanille. Je veux te manger. Bébé, c'était la nourriture que moi je préfère. Je veux te manger. Merci à la lumière, votre présentatrice. Hein? Negaboebi, Fioya, n'éclairage, n'arrête à presse. Donc, obscurité, nyonso. On se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. La lumière quoi, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, hein? Toujours imité aussi mais jamais égalé. Awako nde musala. Donc mission à bien, mission à cluster awa vraiment. T'as vraiment beau sentir lumière, l'éclairage. rdcongoinfo.net 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 Nazaliawa, donc la lumière. Nous sommes restés avec le président 2 ans. Et je crois que tous les observateurs ont remarqué que la descente du président sur le terrain a fait bouger beaucoup de choses. C'est l'occasion ici aussi de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés et de vous remercier encore une fois, comme Mme Christine Chitunda a dit, pour votre bravoure et votre courage. Je pense qu'à présent, chers amis, chers membres de la presse, je m'en vais laisser la parole au secrétaire général adjoint, M. Philippe Tshisekedi. Pardon. Voilà. Puisque la parole m'est donnée, je vais pas me faire prier, je vais commencer. Non? Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, chers amis de la République démocratique du Congo, merci d'avoir répondu nombreux à cette conférence de presse. Avant de commencer, permettez-moi quand même de vous inviter à observer une minute de silence en mémoire de nos martyrs, de tous ceux qui tombent tous les jours sous les balles de la dictature qui s'accroche à la tête de ce pays. Je vous remercie.
Au cours de cette conférence de presse, je m'entretiendrai avec vous sur deux sujets, principalement. Dans un premier temps, je ferai un survol des temps forts qui ont secoué la scène politique congolaise ces 2 derniers mois. J'aborderai ensuite la position de l'UDPS et du Rassemblement par rapport à la situation politique qui est, comme vous le savez, dans une sorte d'impasse ou d'incertitude. Mais évidemment, le but est de vous donner de l'espoir et surtout de vous donner une lecture exacte de la situation qui prévaut actuellement. Alors, au point 1, notre pays traverse la période la plus critique de son histoire, marquée par une crise politique grave, intentionnellement ou superficiellement créée et entretenue par M. Kabila et son régime, afin de violer la Constitution qui limite pourtant le mandat du chef de l'État à une durée de 5 ans, une fois renouvelable, conformément à l'article 220 de la Constitution. Les avertissements des observateurs formulés au lendemain des élections chaotiques de 2011, qui ont permis à Joseph Kabila de s'accaparer du pouvoir alors qu'il avait perdu ces élections, tout le monde le sait, les recommandations de la communauté internationale depuis 5 ans pour veiller à l'organisation d'un processus électoral crédible n'ont pas suffi à ébranler la détermination de M. Kabila à briser le pacte républicain signé à Sun City, en Afrique du Sud, il y a plus de 10 ans. En effet, au cours de ces 5 dernières années, le régime de M. Kabila s'est employé à saboter le processus démocratique, notamment en tentant de modifier la Constitution et la loi électorale, en détournant chaque année, depuis 2012, le montant de 250 millions alloués par le Parlement au budget de la CENI pour le processus électoral, en instrumentalisant les institutions de la République, dont la CENI et la Cour constitutionnelle, en réduisant l'espace politique et médiatique et en intentant des procédures judiciaires arbitraires contre les opposants et les membres de la société civile. Suite à cette situation déplorable, nous sommes obligés de constater qu'il est techniquement impossible d'organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Ainsi, pour éviter le chaos, M. Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS et du comité des sages du Rassemblement, a préconisé la tenue impérative d'un dialogue inclusif visant à régler cette crise créée artificiellement, comme je vous le disais, par M. Kabila et son régime, afin de se maintenir au pouvoir. Malheureusement, la désignation de M. Edem Kodjo dans des conditions obscures, nous en parlerons si vous voulez, comme facilitateur du dialogue initié par l'Union africaine, la convocation suspecte de ce forum par le même Kodjo transformèrent ces assises en un monologue du camp de M. Kabila, élargi à une infime partie de l'opposition. Pour marquer son rejet de cet accord, notre peuple a répondu massivement à l'appel du Rassemblement à observer une journée ville morte le 19 octobre 2016, comme il l'avait fait un mois plus tôt, dans les rues de Kinshasa pour signifier le préavis de 3 mois qu'il reste à M. Kabila pour accomplir son mandat. Au point 2, je parlerai de la position de l'UDPS et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement face à la volonté de M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. Face au danger que court la République démocratique du Congo de retomber dans ses démons du passé,
le démon de la division et de la guerre, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris ses responsabilités en proposant un schéma de sortie de crise qui consiste à organiser rapidement un vrai dialogue conformément à la résolution 2277 des Nations Unies et qui se penche sur la gestion du pays pendant la période de la transition qui ira de la fin du mandat de M. Kabila le 19 décembre 2016 à la tenue d'élections présidentielles et législatives. Pour ce faire, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement préconise la nécessité de définir un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder ces élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. Car il ne faut pas perdre de vue que les mandats des députés provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs sont arrivés à expiration depuis à peu près 2012 et que le mandat de M. Kabila se terminera le 19 décembre 2016, bien quelques mois avant celui des députés nationaux, qui, eux, prendront fin en février 2017. Et donc, dans quelques mois, le Congo, notre pays, risquerait de se retrouver sans institution légale et légitime. Enfin, mesdames, messieurs de la presse, mes chers compatriotes et amis de la RDC, en conclusion, je dirais que, comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Le peuple est déterminé à faire respecter sa constitution et à vivre une alternance démocratique et pacifique qui lui ferait espérer des lendemains meilleurs. Sa détermination affichée lors des événements des 19 et 20 septembre dernier prouve à suffisance qu'il n'est pas prêt de reculer devant la terreur lui imposée par ce régime finissant. C'est pourquoi nous exhortons la communauté internationale, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, de peser de tout leur poids pour aider la RDC à sauver son processus démocratique entamé tant bien que mal depuis le dialogue intercongolais en 2003 à Sun City. Et donc pour terminer, je me mets à votre disposition en vous remerciant pour votre attention et ensemble avec les collègues, le docteur Loseke et Ange Pabolangui, nous accepterons de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je voudrais compléter le secrétaire général adjoint sur ce qu'il vient de dire. Un membre du rassemblement ne peut jamais signer l'accord du camp Tchachi ou l'accord de la cité de l'OUA. Pour quelle raison? La raison est la suivante, puisque le rassemblement poursuit deux objectifs, comme le secrétaire général vient de vous dire. D'une part, le respect de la Constitution, et d'autre part, l'alternance au sommet de l'État. Comme vous savez, l'accord de la cité de l'OUA non seulement viole la Constitution, mais est tout à fait muet sur l'alternance au sommet de l'État. Ça veut dire que quelqu'un qui quitte le rassemblement et qui va de l'autre côté était quelqu'un qui était une taupe dans le rassemblement, qui en fait est membre des composantes du monologue de l'OUA.
C'est ce que nous devons vous dire pour que les choses soient claires. En d'autres termes, M. Michiki n'a été qu'une taupe au sein du rassemblement. Il a justement retrouvé sa famille. D'abord, dans un premier temps, je pense que le dialogue est déjà en cours, le fameux dialogue que nous espérons. Je dis il est en cours, non pas qu'il est déjà effectif, mais nous sommes dans les prémices, c'est-à-dire la SENCO, je crois que ce n'est un secret pour personne, a pris une initiative qui est acceptée des deux camps, a pris l'initiative donc d'échanger avec les deux camps sur base de leur cahier des charges respectifs et voir dans quelle mesure les points de convergence peuvent être laissés de côté puisqu'il y a entente sur ça et comment aborder les points de divergence. Alors, à propos du fameux dialogue que nous n'attendrions pas éternellement, je crois que la date limite, et c'est ce que peut-être voulait dire le président, c'était la fin du mandat de M. Kabila. Au-delà du 19 décembre, M. Kabila ne sera plus un chef d'État légitime et légal en République démocratique du Congo. Déjà qu'il avait des problèmes de légitimité depuis les élections chaotiques de 2011, il rajoutera l'illégalité après le 19 décembre prochain. Donc, je crois que, en faisant allusion à ça, le président pensait à la fin de son mandat. Et donc, au-delà de ce mandat, nous ne parlerons plus de dialogue, nous parlerons de départ, tout simplement, de Joseph Kabila. Du camp Tchati. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. On verra bien comment les évêques vont mener la barque que nous espérons, comme vous le savez, se terminer le plus pacifiquement du monde et avoir une alternance au sommet de l'État. Maintenant, vous avez posé une question par rapport au processus électoral, mais vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret, ce n'est pas possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais maintenant, la nuance peut-être que nous faisons, avec une nuance très importante que nous faisons avec les autres, notamment le camp de M. Kabila, c'est celle de dire si nous n'avons pas obtenu, si nous n'avons pas eu des élections en date et en heure, c'est uniquement parce qu'il y a quelqu'un, Joseph Kabila, mais en tout cas la responsabilité est sur ses épaules, qui a voulu systématiquement désorganiser le processus électoral. Je crois que dans mon speech, j'ai parlé de l'argent, le montant qui était chaque année voté au budget de la CENI par le Parlement, 250 millions, ce n'est pas rien. Si cet argent avait été géré de manière honnête, transparente, je crois qu'aujourd'hui nous serions à un budget d'1 milliard de dollars et nous serions capables d'organiser les élections comme nous le souhaitions. Eh bien, à cause de cette mégestion, qui pour nous d'ailleurs a été systématiquement orchestrée, nous ne pourrons pas avoir d'élections. Et c'est ainsi que nous disons, on ne peut pas donner une prime à ceux-là même, représentés par Joseph Kabila, qui sont à la base de l'échec d'organisation des élections. C'est une honte que la République démocratique du Congo traîne à travers le monde. Même les pays africains se moquent de nous. C'est impensable de ne pas organiser des élections dans les délais constitutionnels. Et donc nous disons, à cause de ça, Joseph Kabila ne peut pas être celui qui va diriger cette transition. Pour nous, il s'arrêtera le jour où son mandat s'arrête. Voilà pourquoi nous voulions depuis toujours de ce dialogue avant le terme de son mandat. Parce que grâce à ce dialogue, nous pourrons ainsi définir, et donc je réponds indirectement à votre troisième question sur le régime spécial, nous pourrions ainsi définir ce que serait ce régime spécial. Pourquoi est-ce qu'on dit régime spécial?
mais simplement parce qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons été entraînés dans cette situation spéciale par des gens mal intentionnés, dont le but était de positionner leur leader et de ne donc pas organiser les élections en nous mettant tous sur le fait accompli et pensant que nous accepterions donc de continuer dans ce désordre, dans cette incertitude, avec Joseph Kabila à la tête. Nous disons non, 3 fois non, parce que tout simplement, s'il a été incapable d'organiser les élections dans les 5 ans qui précèdent ici, comment peut-il en être capable dans les mois? Parce que nous demandons, grâce à l'expertise que nous possédons, que ces élections, et c'est possible de les organiser, soient tenues en 2017. La date restera à convenir parce que le calendrier lui-même, nous proposons qu'il soit adopté par ce dialogue, au cours de ce dialogue. Donc nous disons, tant qu'il n'a pas été capable de le faire en 5 ans, il ne pourra pas organiser ces élections dans les mois qui viennent. Ça, c'est une chose. Et la seconde, étant donné que nous savons quelles sont ses intentions réelles, c'est-à-dire celle de se positionner ad vitam aeternam à la tête de la République, sans qu'il y ait de consultation populaire quant à son mandat, nous disons qu'il faut l'arrêter au terme de celui-ci, plutôt que de risquer le chaos en le maintenant à la tête du pays. Voilà ce que j'ai à vous répondre. Je ne sais pas si le docteur a quelque chose à rajouter. Oui, merci. Oui, par rapport à l'hypothétique dialogue inclusif, il faut savoir que nous avons des divergences. D'abord des préalables et des divergences. Les divergences, vous les connaissez, puisque ce sont des divergences qui servent tout simplement à la décrispation de la situation politique. Et ces préalables dépendent uniquement de M. Kabila seul. Même en un jour, aujourd'hui, il peut décider de libérer les prisonniers politiques, de libérer les médias, d'arrêter les poursuites judiciaires, tout ça, il peut le faire. Mais vous constatez qu'il est de mauvaise foi. Il ne veut pas la décrispation de la situation politique. D'autre part, sur les divergences, elles sont fondamentales. Vous avez lu notre feuille de route que nous avons donnée à la SENCO. Nous avons souligné que ces divergences sont fondamentales et la plupart de ces divergences n'ont pas été vidées par l'accord de la cité de l'OUA. C'est pour ça que nous les appelons fondamentales. Je vous cite à titre d'exemple, l'accord de la cité de l'OUA ne fait pas mention sur l'interdiction de la révision ou du changement de la Constitution. L'accord de l'OUA ne fait pas mention sur le fait que M. Kabila ne doit pas ou ne peut pas se présenter pour un 3e mandat. L'accord de la cité de l'OUA ne fait pas non plus mention sur la résolution 2277 qui impose à notre pays et surtout à M. Kabila le respect des droits de l'homme et surtout la libération de l'espace politique. Il y a d'autres divergences aussi sur lesquelles je ne veux pas m'atteler. C'est pour vous dire que si nous voulons résoudre tous ces problèmes, il faut que M. Kabila soit de bonne foi, mais nous laissons aux évêques de piloter cette situation qui n'est pas toujours facile et nous ne savons pas quels résultats ça va donner. Mais la chose la plus importante, c'est que nous ne voulons pas que M. Kabila nous entraîne dans un dialogue pour dépasser la date du 19 décembre. Pourquoi? Parce qu'il peut nous entraîner comme ça dans un dialogue qui n'en finit pas et pour désamorcer la situation du 19, il risque de dire non, nous sommes pendant le dialogue, il n'est pas question qu'il y ait des manifestations ou un programme spécial pour le 19 décembre que nous avons prévu.
Donc, il faudra que ce dialogue se tienne avant, impérativement, et pas déborder les 19. Et d'ailleurs, nous pourrions même, et ça c'est le rassemblement qui va les fixer un deadline pour lequel ce dialogue doit se tenir impérativement. Puisque nous gardons intacte notre pression sur le 19 décembre. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne là-dessus. Et c'est le message que nous tenons à vous donner aujourd'hui. D'accord. De la situation que aujourd'hui l'UDPS aussi peut changer des stratégies. C'est-à-dire prendre les armes. Vous le savez bien que M. Kabila ne va jamais respecter la Constitution. Il n'a jamais respecté la Constitution. Et le bête monologue, comme vous le dites, et tout le monde le sait, il ne va jamais le respecter. Est-ce que l'opinion publique et les Congolaises demandent aujourd'hui, l'UDPS est-il prêt à prendre les armes comme les opposants syriens, comme les opposants à Maïdan en Ukraine, pour débouter ce monsieur-là, vu que ce monsieur-là ne va pas partir, ne va jamais respecter ni la Constitution, ni le résultat des monologues qui s'est fait au cité de l'OIA. Merci. À César, ce qui est à César, la lutte armée doit être menée par ceux qui en ont la capacité. Etienne Tshisekedi n'a, à ma connaissance, jamais été un leader militaire, ni dans une école militaire quelconque pour apprendre la stratégie de combat. Je ne pense pas non plus que le problème ou la solution au problème de notre pays se trouve dans le fait que l'UDPS veut ou ne veut pas prendre les armes. Il y a eu dans notre pays des compatriotes qui ont pris les armes. On sait où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Nous dénombrons plus de 6 millions de morts. Parce qu'un jour, des gens avaient cru bon de prendre des armes en se faisant aider par des pays voisins et pour venir chasser la dictature de l'époque. Depuis lors, nous allons de malheur en malheur. Parce que des individus avaient voulu aller à l'aventure. Et ces mêmes individus, d'ailleurs, sont aujourd'hui ceux qui nous soumettent, ou du moins leurs ramifications, sont aujourd'hui ceux qui nous soumettent à la dictature que nous vivons. Et ils le disent haut et fort qu'ils ont libéré ce pays-là. Ils ne vont pas partir sans devoir se battre à nouveau. Donc vous voyez que on nous entraîne là dans une situation totalement dangereuse, une spirale de laquelle nous aurons énormément de mal à en sortir. Il ne faut pas oublier que le Congo est un pays qui est entouré par 9 voisins, un pays qui est très riche, un pays qui est très fragile en même temps à ses frontières et même à l'intérieur, et donc engager une lutte armée sans en connaître les tenants et les aboutissants, uniquement par aventure pour vouloir ressembler aux Syriens ou aux Ukrainiens, je crois que ce serait vraiment catastrophique. Voilà. M. Félix Tshisekedi, il y a 1 an et demi dans cette même salle, vous avez été pris littéralement à partie par les participants à la conférence de presse, notamment certains combattants, qui vous reprochaient votre alliance avec Vital Kamerhe. Vous avez pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas d'une alliance, mais plutôt d'un rapprochement. Quel est le bilan de ces rapprochements aujourd'hui? Et ma deuxième question, vous avez été secrétaire chargé des relations extérieures ici en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes promu secrétaire général adjoint chargé des problèmes juridiques, diplomatiques et de communication. Quel est le bilan de votre précédente fonction? Ça n'avait rien à voir avec une alliance. Je pensais que les jours et les mois qui sont passés aujourd'hui ont pu clarifier que ce n'était pas une alliance. Nous étions simplement à un moment donné de la situation politique congolaise convaincus de la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait passer par le dialogue. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Vital Kamerhe dont vous parlez a été pour le dialogue, puis ensuite a été contre le dialogue, pour finir
par aller dans un dialogue, bon, qui n'est pas vraiment celui qu'on voulait, mais dans un dialogue quand même. Donc c'est plutôt à lui qu'il faut poser cette question, et pas du tout à moi. Je n'aime pas trop parler de moi, mais là, permettez-moi quand même de donner les points saillants de du bilan de mon département au moment où j'étais secrétaire national de Relations extérieures. J'ai pris mes fonctions un peu dans la tourmente. Vous savez, c'était au lendemain des élections chaotiques de 2011. Là, à ce moment-là, vous savez que le pays traversait une situation de crise, on va dire. Il fallait revenir ici, vraiment la mort dans l'âme, parce qu'on avait participé aux élections de 2011. Tout le monde sait qu'à la fois au niveau présidentiel et législatif, l'UDPS avait cartonné, passez-moi l'expression, mais nous avions été victimes d'une escroquerie. Et donc sur ces entrefaites, il fallait venir ici se battre pour que la communauté internationale, pour la sensibiliser en tout cas, afin qu'elle puisse nous aider à résoudre la crise au Congo. À ce moment-là, c'était très difficile au sein du parti parce qu'il y a eu un déchirement. Il y a eu des députés des élus qui ont accepté d'aller siéger alors que le mot d'ordre du parti était de ne pas y aller. Et donc la situation avait été très difficile. Il fallait trouver les moyens. Tout le monde sait que l'UDPS n'est pas un parti qui roule sur l'or. Ensuite, parcourir le monde pour essayer de faire barrage à cela. À ce moment, je dois vous dire, l'UDPS était au banc des nations, des partis politiques au Congo. La voix avait été donnée à tous ceux qui avaient accepté d'aller siéger. Il fallait se battre pour ramener l'UDPS à l'agenda des grands de ce monde, je vais dire. Et nous avons réussi ce pari. Aujourd'hui, l'UDPS est revenu dans son rôle de moteur de l'opposition. Depuis lors, il y a eu le rassemblement, comme vous savez, dans un moment aussi difficile, parce qu'il y avait ce fameux débat sur oui ou non aller au dialogue. L'UDPS a réussi les deux paris, celui de rassembler les forces politiques qui étaient contre le dialogue et celui d'amener justement ces forces politiques à aller à ce dialogue. Je crois que ça, c'était un grand combat, un combat qu'il fallait mener. Et je suis fier de passer le relais à mon aîné, le docteur Loseke, parce que je sais que lui aussi est un homme de terrain, comme je l'ai été, et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. La maison sera bien gardée de ce côté-là. Voilà. Abounou Tchibala, il est arrêté. Que fait l'UDPS? Qu'est-ce qui a été fait pour sa libération? Parce que des fois... Justement arrêté. D'ailleurs, la preuve, il n'arrive pas, lui, à organiser un procès contre lui. Il n'y a rien. Son dossier est totalement vide. On l'a arrêté uniquement pour nous impressionner, pensant qu'on allait atténuer notre détermination à nous battre contre cette dictature. Nous ne laisserons pas tomber les bras. Avant Bruno Tchibala, il y a eu d'autres camarades qui... C'est un cas isolé, parce que si on prend l'histoire de notre pays, on sait qu'il y a toujours eu des trahisons, même au niveau de l'union de l'opposition, il y avait trop de trahisons. Parce que c'est un cas isolé, parce qu'au niveau du rassemblement, il n'y a pas d'autre étape. Si un jour, si jamais il y a de nouveaux gouvernements, on n'aura pas des membres du rassemblement dans ces gouvernements. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est vrai que je vous comprends, nous sommes habitués au Congo à voir ce genre de volte-face, ce genre d'individus qui vont d'un camp à l'autre, etc. J'espère que ça n'arrivera pas au rassemblement, en tout cas j'espère. Mais là, j'aimerais encore vous dire que ce n'est pas à ce niveau-là que se situe l'enjeu politique. Les gens peuvent venir et partir du rassemblement
ce qui fait la force du rassemblement aujourd'hui, c'est l'adhésion populaire qu'elle a. Et ces gens peuvent partir tant qu'ils vont aller de l'autre côté renforcer. Donc il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir sur la CENI. Dans son édition du 29 octobre, le journal Le Soir a publié les révélations de Jean-Jacques Lumumba, ancien chef du département engagement de la banque BGFI. On apprend par exemple que la CENI avait dans son compte 55 millions de dollars et en même temps, elle a ouvert un compte parallèle où était logé un crédit de 25 millions de dollars et il y a des personnes privées qui ont bénéficié, obtenu des retraits sur base d'échecs. Ça, c'est la première chose, c'est pour connaître la réaction du rassemblement. On apprend également que la Banque centrale a viré un montant de 42 millions, pratiquement 43 millions de dollars, pour le compte de la société Égale, qui est en réalité Congo Futur, qui a changé de nom. Est-ce que le rassemblement va intenter un procès, enfin saisir la justice, pour qu'on ouvre une information judiciaire? Quelle est la position du rassemblement face à ces détournements? Évidemment, nous allons, enfin, ce sera officialisé sûrement, parce qu'on avait aussi, nous avions aussi besoin d'ingurgiter cela et de bien le digérer. Évidemment, nous allons nous ranger sur une position que j'ai déjà entendue. Nous réclamerons une enquête internationale et indépendante. Parce qu'il faut faire la lumière sur ça. Vous savez que c'est un acte, s'il est avéré, de haute trahison. L'argent de l'État qui aurait servi à organiser les élections a été détourné et par des individus proches de Joseph Kabila. C'est donc un acte très répréhensible. Nous allons exiger la lumière et évidemment des sanctions jusqu'au plus haut des responsables de cette escroquerie. Disons le mot tel qu'il est. En fait, comme vous savez, la CENI dépend de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on constate que le président de la CENI, à titre personnel, envoie des personnes dont certaines personnes sont suspectées d'être, dont l'une des personnes est suspectée d'être sa maîtresse, vous voyez que c'est très grave. Et notre Assemblée, soi-disant l'Assemblée nationale, n'a pas interpellé ni demandé la démission du président de la CENI. Ça veut dire que nous sommes dans un état bananière où on tolère tout, n'importe quoi. Et nous, à notre niveau, au niveau du rassemblement, nous allons creuser cette affaire-là. Et pour voir clair. Parce que la personne qui a fait ces révélations-là, il peut continuer encore à nous alimenter par d'autres révélations. Parce qu'il n'a pas tout dit, il n'a pas tout donné. Donc c'est un cas très grave qui hypothèque les élections dans notre pays. Donc il faut que vous, les chevaliers de la plume et vous de la presse, vous essayez d'amplifier ça pour interpeller l'Assemblée nationale et surtout demander la démission hic et nunc de M. Nanga, qui prend l'argent ou son compte personnel, l'argent du contribuable pour ses besoins personnels avec sa famille et d'autres personnes que je ne vais plus qualifier ici. Et c'est extrêmement grave, avec la complicité de M. Kabila. Puisque M. Kabila le sait, si aujourd'hui il décide que M. Nanga soit dehors, il peut l'être. Mais vous voyez que ce monsieur qui est à la tête du pays est habitué à tolérer, à même laisser des situations pareilles impunies, d'autant plus que celui qui dirige cette banque est un membre de sa famille. Et vous le savez très bien, c'est aussi lui qu'il faut cibler au niveau de la presse et au niveau des médias. Donc nous comptons sur le quatrième pouvoir pour amplifier davantage cette affaire, ciblant certainement
certaines personnes, M. Nanga et M. Kabila, qui sont à la base de ce tripatouillage, de ces siphonneries de la CENI. Oui, apparemment, je pense que nos invités de la presse ont fini. Nous pouvons accorder la parole à nos compatriotes. Mais je pense que le temps nous bouscule. Ne soyez pas trop longs. On prendra peut-être 3 questions ici, 3 questions là-bas. Ne soyez pas... Sachant que la plupart des Congolais sont des clandestins. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas de carte d'identité. La seule carte d'identité qu'il y a, c'est la carte d'électeur, qui ne peut pas remplacer une carte d'identité. Alors je voulais savoir quelle est la stratégie du rassemblement pour réorganiser les élections dans notre pays, même si dans 1 an ou dans 2 ans. Bon, mouvement intégral, comme ils appellent. Et d'un autre côté, il y a ceux qui tiennent la thèse selon laquelle pour aller plus vite, il faut simplement laisser le fichier tel qu'il est, l'actuel fichier, le remettre à jour tout simplement en le toilettant, en enlevant les doublons et autres, et en permettant aux nouveaux électeurs, uniquement eux, au lieu de faire l'intégrale, de venir s'enrôler. Et donc, ceux qui auront eu déjà leur carte, ceux qui se seront enrôlés, seront dans la base de données et ça ne sert à rien de refaire un fichier intégral. Donc je crois que le moment venu, il faudra lever les options nécessaires parce qu'il faut aller vite, vite et bien. Il ne faut pas nécessairement se précipiter de finir le processus électoral. Il faut bien l'organiser. Et je pense qu'à ce sujet, c'est possible, en tout cas selon plusieurs experts que nous avons vus, entendus, c'est vraiment possible d'organiser des élections dans les mois à venir. On n'a pas besoin de plus d'1 an, 2 ans, etc. Parce que ça donnerait aussi d'ailleurs des ailes à Joseph Kabila qui a forcé les gens à faire un accord pour des élections hypothétiques en avril 2018. Je pense que au courant de l'année 2017, selon plusieurs experts, c'est possible d'aller à des élections crédibles avec ce fichier. Alors, vous parlez des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas... je crois que ceux-là, ils iront s'enrôler, tout simplement. S'ils n'ont pas de carte, ils vont s'enrôler en même temps comme électeurs et pour utiliser cette carte comme carte d'identité aussi. Voilà. Maître Bidor, capitaine Ngoula. Ma première question va d'abord s'adresser au docteur Loseke parce qu'il a lâché le mot. République bananière. Mais pour l'essentiel, ma question ou mes préoccupations tiennent à l'évaluation du combat qui est mené par l'opposition politique à la République démocratique du Congo. D'habitude, elle accuse, mais elle ne fait pas, elle ne partage pas ses propres faiblesses. J'entends dire ici qu'il faudrait qu'on interpelle certains députés qui n'ont pas su, dans le délai et à l'heure, déjà depuis 2012, de crier, de lancer un SOS pour dénoncer des non-décaissements de 250 millions. Alors, lorsque le docteur Loseke nous promet qu'il va interpeller les députés qui n'ont pas fait bien leur travail, je me dis, on tend maintenant vers quasiment la dissolution du rassemblement. Si un député du rassemblement était là debout, on l'aurait peut-être bien interpellé. Comment allez-vous rassurer, via cette interpellation, promettre la consolidation du rassemblement? Je m'adresse maintenant à M. Félix Sekedi, secrétaire national adjoint. Le secrétaire général adjoint, oui, on n'est pas encore habitué, on vient d'être présent. Monsieur le secrétaire général adjoint, ma préoccupation profonde est la suivante. Vous avez entendu une question, vous avez convoqué le 17 décembre. Comment allez-vous vous comporter? Et je vais terminer par là. Quels sont les postes de responsabilité que le rassemblement entend occuper pour
pour faire accélérer le processus. Au fait, la distraction dans laquelle se trouve logée notre opposition actuellement, c'est de dire nous allons exercer des pressions. Je crois que nous sommes en train de nous endormir dans une honte inutile, alors qu'il faut appliquer la théorie de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, afin de faire accélérer ce processus électoral. J'ai dit. Oui, maître capitaine, je pense aux médias d'interpeller l'Assemblée nationale, qui est l'organe dont dépend la CENI. Et j'ai demandé aussi à cette même presse d'insister sur le fait qu'il faut que M. Nanga démissionne ou qu'on demande sa démission. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un honorable courageux qui est le Kondo, qui a déclaré hier qu'il faut absolument que M. Nanga se pointe à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. C'est un député courageux, mais il faut que tout le monde le fasse. Pourquoi? Parce que Nanga est couvert par M. Kabila. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Mais vous, M. Capitaine. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et je dirais juste un mot sur la question adressée au secrétaire général adjoint concernant la lutte armée. Je vois que vous y revenez souvent. Vous savez que nous ne changerons pas notre option de la lutte non violente, puisqu'il y a des stratégies non violentes qu'on n'a même pas encore appliquées dans ce pays. Et nous pensons être avec vous pour les appliquer réellement le 19 décembre. Oui, moi je rajouterais simplement que vous ne devez pas sous-estimer la pression populaire. J'en sais quelque chose, vous savez, j'ai vu, dans le cadre de mes attributions, j'avais rencontré tous les diplomates en poste à Kinshasa avant les événements des 19 et 20 septembre dernier. Et à tous, je leur disais de ne pas sous-estimer les Congolais. Les Congolais ne veulent plus de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre. Je sentais que c'est par politesse qu'on m'écoutait. Mais croyez-moi, après les 19 et 20, ils nous ont parlé autrement. Ils avaient vraiment beaucoup de considération pour ce peuple. Et je crois même que c'est grâce à ça, parce qu'il n'y a pas encore eu de lutte armée, c'est grâce à ça que le dialogue de Medine Kabila, emmené par Kodjo, est en train d'échouer. Kabila était à Luanda pour essayer d'obtenir un soutien de ses pairs africains, mais vous avez vu qu'on l'a ramené à la table des discussions. Et aujourd'hui, la SENCO, avec son aval, a entamé des négociations ou des consultations, appelons ça comme on veut. Donc c'est la preuve que lorsque les Congolais ont parlé les 19 et 20 décembre dernier, et même plus tard, il ne faut pas négliger la ville morte du 19 octobre, celle-là aussi, c'était une réponse cinglante à ceux qui venaient d'être signés la veille. Tout le monde, y compris eux-mêmes du camp Kabila, ont observé la ville morte. Donc c'est pour vous dire que l'énergie de notre peuple les avait même atteints. Donc, croyez-moi, il ne faut pas négliger la pression d'un peuple en colère. Et le nôtre est en colère. Voilà. Monsieur Félix, je salue l'Assemblée au nom quand même de la jeunesse congolaise, de la diaspora, de la résistance congolaise. Monsieur Félix, j'ai beaucoup de respect pour vous. Maman Tchétché, ça fait plus de 15 ans que nous avons combattu avec vous. Oui. J'ai vu la souffrance de ces partis ici en Belgique. J'ai vu les gens avec qui nous avons combattu pour soulever l'IDPS. Je les connais. Nous avions passé des nuits avec vous, d'ailleurs, devant l'Union européenne. Oui. Mais c'est Ange était là. Certaines mamans, il y a d'autres personnes qui sont malades, ne sont pas là. Qui ont souffert pour que ces partis soient au niveau là au niveau où il est. Mais, mesdames et messieurs, l'IDPS d'hier et d'aujourd'hui n'appartient pas qu'aux membres de l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS appartient à tous les Congolais. Le président Tshisekedi n'a pas été élu en 2011 que par les gens de l'IDPS. Il a été élu par tous les Congolais. Comme c'était en 2006, lors des élections d'où M. Bemba a été élu, c'était par tous les Congolais, avec même la voix de l'IDPS. Aujourd'hui, 10-15 ans après, avec le même M. Kabila,
quelqu'un qui ne respecte ni la loi, ni la constitution. Ce type, il a passé son temps à assassiner et à tuer. Maman, on parle, c'est le fait de la colère. Ce monsieur a passé son temps à assassiner les Congolais, à piller la richesse du Congo, voire même aller vendre l'uranium du Congo à la Corée du Nord. Vous venez de parler ici de détournement de plus de 250 millions de dollars qui étaient destinés à organiser des élections. Cet argent a été pillé par qui? Par un membre des femmes de Kabila, avec l'organisation, j'ai entendu, du chef de président de la CENI. Mais c'est grave ce que nous venons d'entendre ici. Mesdames et messieurs, pendant que vous vous battez sur le terrain, M. Loseke et M. Félix, ici au niveau de la diaspora de la jeunesse et de combattants, nous avions aussi travaillé, on a fait des travaux. Nous avions pris des contacts avec des chancelleries, avec des services secrets, avec les Français. On est en train de travailler avec la France. On est en train de travailler avec la Belgique secrètement sans que... Papa, on le dit. On ne parle pas. Attends, la question viendra. La question viendra. On a fait un travail. Le travail que nous avons fait, il y a des plans et des schémas qui vont nous pousser à partir d'ici, de l'Europe. Si vous, les politiciens congolais, vous avez la paix, ou bien il y a des camaraderies, des accointances avec ces pouvoirs-là, donc j'attends, il faut attendre, il faut poser la question. La presse doit aller poser une question au Parlement par rapport au détournement. Ce n'est pas le rôle de la presse, c'est le rôle de l'opposition. Alors maintenant, ce que je vais vous dire, M. Loseke, vous devez vous atteler à commencer à composer un futur gouvernement. À partir de demain, commencez déjà. Nous attendons à voir déjà le nom de futur ambassadeur. Oui, oui, maman. Les gens qui sont en prison, c'est une proposition. Nous le souhaitons. Parce que nous, dans notre esprit, nous savons que le 19, Kabila n'est plus président. Si quelqu'un sera président du Congo, nous soutenons M. Etienne Tshisekedi de prendre le pouvoir du Congo. Pas pour la transition, madame. Écoutez, Tshisekedi avait gagné en 2005. Élection piquée. Il ne va pas assumer pour la transition à Zamboka, à ça, le gouvernement international. Nous voulons voir les gens du MLC, nous voulons voir la diaspora autour de cette table, tout le monde, pour donner le pouvoir. Et puis c'est là où nous allons libérer tous les prisonniers politiques. Si vous ne le faites pas, nous allons le faire et oublier la politique. Très bien, Maëlle. Merci beaucoup. Sur ce, nous allons vous remercier, chers compatriotes. Merci beaucoup, chef. Vous pouvez retirer votre chaussure. Ok. Nous vous remercions beaucoup pour vous être dérangés, partager ce moment. Chef. Asseyez-vous, chers compatriotes. Nous allons inviter... S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Je crois que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, le rassemblement organise une marche, c'est 18, à partir de Porte de Namir à 12h. Nous crions, nous parlons tout, nous voulons, nous aimons tous le Congo. Il faut être là à l'heure. C'est samedi le 18, c'est un vendredi 18. C'est vendredi. Au ministère des Affaires étrangères belge. Soyez là à l'heure pour que nous puissions faire entendre la voix du peuple congolais. De deux, s'il vous plaît, monsieur. De deux, nous sommes tous à la fin de notre point de presse. Nous vous remercions d'avoir été là. Honorable, le membre de sa délégation vont partir. S'il y aura des petites questions, nous allons vous accorder pas plus 30 minutes dans le hall là-bas. Le dernier mot, c'est juste uniquement pour la presse. Ok, merci. Oui, nous insistons. Hein, pendant ce temps-là, si vous voulez bien dégager le passage, le secrétaire général adjoint et le secrétaire national aux relations extérieures vont juste s'éclipser un peu pour... Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Donc aujourd'hui, on a le secrétaire général adjoint qui vient de faire une conférence de presse ici à Bruxelles. Donc nous allons en profiter pour lui poser quelques questions. Bonjour Monsieur Tshisekedi. Bonjour Monsieur Ngadi.
Donc, j'aimerais savoir, on sait bien que le 19 décembre, le président Kabila sera toujours le président de la République. Donc, de surcroît, il va violer la constitution de la République démocratique du Congo. Je voulais savoir quelle sera la stratégie exacte de l'UDPS après le 19 septembre, après le 19 décembre. Bon, d'abord, l'UDPS n'est plus toute seule, elle est dans le rassemblement. Donc il faudrait plutôt essayer de savoir, de connaître le comportement du rassemblement. La stratégie, on ne l'expose pas ici. Nous nous préparons en tout cas à toute éventualité, y compris à celle du départ dans la paix de Joseph Kabila. Il ne faut pas exclure non plus. Parce que vous avez dit, tout le monde sait, non? Il y a une possibilité qu'il s'en aille le 19 décembre. Non, parce qu'il y a eu le dialogue, on a dit que les élections n'auront pas lieu. Oui. Le 19, il sera toujours là, donc voilà, les élections... Il faut quand même laisser, je sais que c'est hypothétique, mais il faut quand même laisser cette possibilité, d'une part. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que s'il est toujours là après le 19, pour nous, il n'est plus le chef d'État de la République démocratique du Congo. Ça, c'est certain. Et après ça, alors, il ne sera plus le président de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que le rassemblement ira les déloger. Il faudra combattre cette imposture et donc tout faire pour mettre en œuvre un processus qui viendrait, qui permettrait plutôt l'émergence ou l'arrivée d'un nouveau président désigné par les Congolais. Dani Boko. Oui, bonjour, c'est Dani Bokombe. Oui, je voulais savoir si Monsieur Etienne Tshisekedi, il va postuler pour être président de la République après, bien sûr, départ du président Kabila. Bon, jusque-là, Etienne Tshisekedi est le président de l'UDPS et le candidat de cœur, en tout cas, de beaucoup de membres de notre parti. Je ne sais pas quelle sera sa décision. Je ne suis pas lui, je ne suis pas dans lui, mais je ne vois pas d'inconvénient si lui se reporte, se reporte comme candidat. Je suis certain que ça fera plaisir à beaucoup de membres du parti et même de Congolaises et de Congolais. Merci. Monsieur Tshisekedi, dans l'hypothèse où on aura un gouvernement de cohésion, est-ce qu'on pourra s'attendre qu'on voie sur la liste de ministres monsieur Tshisekedi qui est là? Oui, mais ça dépend. Vous parlez de quelle hypothèse? On a eu des élections et puis les électeurs, les Congolaises et les Congolais nous obligent de cohabiter ou bien... Non. Après les 19, le président Kabila reste président. La charrue avant les bœufs. Ici, il faut d'abord obtenir le respect de la Constitution. On n'a pas pu respecter la Constitution au niveau de l'organisation des élections, ce qui fait qu'on est obligé de déborder pour le processus électoral. Mais par contre, par rapport à Joseph Kabila, rien ne nous interdit de respecter la Constitution. Donc, dans ce cas-là, lui ne continuera pas et donc on parlera autrement. Et il faudra revenir alors à ce moment-là pour me demander si je ferai partie de ce gouvernement. Mais pour le moment, je préfère me concentrer sur le fait de faire respecter la Constitution. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. La résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies le recommande. Nous sommes à fond pour le respect de cette résolution. Nous allons voir et on en reparlera peut-être après le 19. Est-ce que Félix Tshisekedi pourrait être le prochain candidat aux élections présidentielles après Kabila? Bon, je ne sais pas. Là, on est dans la fiction complètement. Pour ça, il faut d'abord qu'Etienne Tshisekedi ne le soit pas. Et ensuite, il faut que les membres de l'UDPS me portent comme candidat. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de si ici. Attendons voir. Ne soyons pas pressés. Moi, j'aime bien mettre un pied devant l'autre et on verra. Pour le moment, c'est Joseph Kabila notre problème. Il ne doit pas dépasser la date du 19 décembre. Ensuite, on verra. Merci. MD Congo.